Alors, chers auditeurs, bonjour et soyez les bienvenus à ce podcast qui est Ton histoire compte. Ton histoire compte, mon histoire compte, notre histoire compte en tant que communauté subsaharienne francophone aux États-Unis. Alors, aujourd'hui, je reçois Monsieur John Kaviavou. Bonjour, John. Bonjour Hervé, Comment allez-vous? ça va trop bien, merci. Ah oui, merci beaucoup d'avoir disposé de votre temps ce samedi matin. Nous sommes en début d'hiver et vous avez vraiment tenu à être là pour nous parler de votre expérience, de comment a été votre intégration aux États-Unis. Merci de m'avoir. Est-ce que vous pouvez rapidement juste un peu nous dire qui est John Kaviavou? Si quelqu'un qui ne vous a jamais rencontré, ne vous a jamais connu, Ouais. après vous avoir écouté, il dira qu'il a affaire à qui? Alors, John Kaviavou, je suis originaire de la République démocratique du Congo Oui. et je suis aux États-Unis depuis un peu plus de 15 ans maintenant. Wow. Ça fait longtemps. C'est un va doyen, vite. quoi. Voilà, exactement. Et voilà, je travaille dans les finances. Oui. Donc, dans mon travail de chaque jour, je travaille avec les entrepreneurs Mhm. pour leur faciliter l'accès au financement, mais aussi l'accès à l'assistance technique. Mhm. C'est un peu cela que je fais. Oui. Et c'est pour moi un plaisir d'être là pour échanger avec vous et inspirer ceux-là qui nous écoutent. Oui. Et, voilà, Ok. ça fait donc un grand plaisir. Donc, on sait que John Kaviavou vient de la République démocratique du Congo, les grands chanteurs et les grands danseurs. Est-ce que vous êtes aussi vous êtes aussi un grand chanteur, un grand danseur, en lingala surtout? Alors ça c'est intéressant, Je sais que bon voilà, la musique congolaise, en fait le Congo, la Ouais. République démocratique du Congo est Oui. aussi connue pour sa musique Ah ah. depuis très longtemps. Ah oui, en vous Afrique. battez les Camerounais de très loin. Vraiment. Mais bon, mais il n'y a pas que ça. Et aux États-Unis, Ouais. est-ce que vous avez réussi aussi à imposer cette image de la République démocratique du Congo versée dans la musique, le chant, la danse? Est-ce qu'on peut aussi dire, ah, John sait chanter? Et puis vous allez chanter aussi quelque chose si vous savez chanter. Bon, en fait, le truc, c'est qu'aux États-Unis, je dois avouer que c'est un autre milieu. Il se Ouais. fait que, bon, d'abord, nous sommes francophones. Oui. Et pour se faire consommer aux États-Unis, généralement, c'est beaucoup plus facile quand on est anglophone. Ah Et oui. c'est pourquoi vous trouverez, par exemple, que c'est la musique nigériane et autres qui percent facilement dans ce Oui. pays. Parce que déjà, au départ, en fait, c'est une société, c'est un pays anglophone. Oui. Et donc, facilement, il se fait consommer ici. Tandis que pour nous, les francophones en général, et la RDC en particulier, on a encore du travail à faire. On a Ok. encore du travail à faire. Oui, Je crois c'est que, pourquoi ouais, vous ouais, et moi, on est là ouais, avec ce podcast. tout à fait. Notre histoire compte. Dans un jour, on aura l'histoire de la musique congolaise ou camerounaise ou centrafricaine, francophone, Voilà. aux États-Unis, qui est en train d'apporter de la valeur, peut-être même créer des emplois pour les artistes qui pourront communiquer cette richesse culturelle que nous amenons ici aux États-Unis. Bon, on est quand même allé un peu loin, on va revenir un peu sur les bases. Alors, comment était votre vie en RDC avant que vous ne veniez aux États-Unis? Je suppose que 15 ans, ça veut dire qu'avant les 15 ans, vous aviez une vie, une éducation, une expérience, une vie en RDC. Et comment cela a été? Alors, je dirais que d'abord, je suis né à l'est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, le Congo, c'est un pays continent, comme on a l'habitude de le dire. Oui. Alors, déjà, sur le plan linguistique, on est divisé en 4 parties. Il y a la partie swahiliphone, la partie lingalaphone, la partie chilubaphone Wow. et kikongophone. Intéressant. Oui, mais à part cela, bien évidemment, il y a des dialectes. Donc, Ah en oui. RDC, on a plus de 450 tribus. Impressionnant. Oui, C'est oui. presque, au Cameroun, on est à Mm. 256 Voilà. ou quelque chose comme ça. Oui. Exactement. Alors moi je viens donc de l'Est et du coup nous sommes frontaliers avec le Rwanda et puis l'Ouganda. Mhm. Donc la partie un peu chaude de la RDC quoi, Oui. en termes de sécurité et autres. Bon, ça c'est une autre histoire. Oui. Mais alors ma vie, c'est que je fais une bonne partie de ma vie à l'Est du pays, là où je suis né, où je fais mes études primaires. Mhm. Mais pour mes études secondaires, je suis allé à Kinshasa, donc la capitale, et c'est là que j'ai eu mon diplôme d'État. Wow. Et après avoir obtenu mon diplôme d'État, je suis allé faire mes études universitaires. Je suis retourné en fait à l'Est pour faire le bachelor en Oui, économie. oui. Et après cela, je suis allé en Inde. Oh, Ouais, impressionnant. donc je suis allé en Asie, précisément en Inde, pour faire ma maîtrise, ma
première maîtrise en développement. Et c'est après mes études en Inde que je suis retourné au pays. Ouais. Je me suis marié. Et pendant que je cherchais de l'emploi dans mon domaine de formation, j'ai commencé par me lancer dans les affaires de la famille. Parce qu'on avait, en fait, ma famille, c'est une famille d'hommes d'affaires. Ah oui. Alors, on a un business familial, j'ai travaillé déjà dedans pendant que je cherchais du boulot. Et pendant que je le faisais, j'ai été obligé, en fait, pas obligé, mais j'ai obtenu une carte verte. Ah oui, voilà, le fameux sésame. Voilà, exactement. Le fameux sésame pour arriver en Amérique. En fait, j'ai gagné à la loterie. Ah oui, oui, oui. C'est le sésame pour arriver en Amérique, exactement. avec la carte verte. Voilà, exactement. Alors, j'ai eu la nouvelle, juste une semaine après le mariage. Oh. Après mon mariage, bien évidemment. Alors, je me suis dit, waouh, est-ce que ça, c'est vraiment un cadeau de mariage? Ah, un cadeau. Ça, j'imagine là maintenant, voilà. Si quelqu'un nous écoute de l'Afrique, là, et il vient de se marier, il dit, oh, mon cadeau, je veux aussi que mon cadeau, mon cadeau de mariage soit une carte verte pour les États-Unis. Voilà, exactement. Oui. Alors, à partir de là, ben, écoutez, on a commencé à mener des démarches, mon épouse et moi, impliquer toute la famille parce que ça demande quand même de moyens. Oui. Et c'est comme ça que nous sommes venus donc, aux États-Unis et on est là depuis 2007. Waouh, c'est impressionnant. Donc, bien évidemment, 15 ans, plus de 15 ans maintenant, mais on va au pays régulièrement. Oui. Parce que bon, voilà, nous sommes toujours connectés à la famille. Des affaires là-bas. Et voilà. Ouais. Ah, ok, merci beaucoup. Ça, c'est assez impressionnant. Moi également et ma famille, nous sommes aussi venus aux États-Unis avec le fameux sésame. Aussi, mais c'est intéressant, notre histoire est presque pareille. C'était toujours à quelques temps juste après notre mariage, quoi, que nous avons eu la confirmation. Sauf que nous partions de notre pays d'Afrique, de l'Ouganda et pas du Cameroun. Et c'est vraiment impressionnant. Je crois que dans un autre épisode, on aura l'occasion d'avoir un peu plus en profondeur les démarches pour participer à cette carte verte. Comment se préparer, quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Et nous sommes ici, nous sommes allés par le processus. Il y a tellement de sites web, de sites internet qui donnent des informations erronées juste pour extorquer de l'argent de la poche des gens. Je crois qu'on aura l'occasion, peut-être même avec d'autres participants. Chacun pourra donner son expérience et on apprendra. Alors comme ça, vous êtes arrivé en Amérique il y a 15 ans. Comment est-ce que vous vous êtes adapté? Quelles ont été les plus grandes différences culturelles que vous avez rencontrées? Dès que vous descendez là de l'avion et que vous êtes dans une autre réalité, comment s'est passée l'adaptation? Alors, je dirais d'abord que j'avais de la chance parce que j'avais déjà mon grand frère qui habitait aux États-Unis. Oui. Et il m'a facilité l'intégration dans les milieux. Oui. Et un autre avantage que j'avais, c'est que j'avais déjà eu à apprendre l'anglais déjà au pays. Un avantage clé. Exactement. Ah oui. Et j'ai étudié en Inde, qui est un pays anglophone. Oui. Pour dire que pour moi, il n'y avait pas cette barrière linguistique. Ah oui, effectivement. Cette barrière-là, ça complique les choses. Très. Voilà, ça complique les choses. Alors, vu ces deux avantages que j'avais, très rapidement, en moins de 2 mois, je dirais moins de 2 mois, j'ai eu à décrocher mon premier boulot. Wow. Oui, Et vous avez commencé à brasser du dollar. Exactement. Et comme vous le savez, en fait, venir aux États-Unis, c'est un rêve. Ah oui. Pour beaucoup de personnes. Ah et, oui, et effectivement. Et c'est pourquoi pour nous, quand nous avons aussi reçu quand nous avons gagné à la loterie, on s'est dit, écoutez, c'est une bénédiction. Ah oui, il faut l'accepter. Exactement. Oui. Alors, on ne pouvait pas attendre. On s'est dit, écoutez, le dossier est là, on doit y travailler pour aller aux États-Unis le plus tôt possible. Et quand on y arrive, on doit faire tout ce qui est de notre mieux pour commencer déjà à profiter de la vie aux États-Unis et nous construire notre rêve. Effectivement. Je comprends parfaitement. Oui, et curieusement, dès qu'on arrive, on commence à travailler, on commence à se faire des dollars, comme tu l'as dit. Ah oui. Et voilà, du coup, on commence déjà à réfléchir, mais comment, écoutez, ça c'est une bénédiction. Alors, comment partager cette bénédiction avec ceux qui sont au pays? Et c'est comme ça qu'on a commencé déjà dès le début à initier certains projets et au pays. Et c'est sur ce projet qui nous ramène généralement en Afrique régulièrement. Bien évidemment aussi la visite de la famille. La grande famille. Et surtout, je voulais ajouter, lorsque vous commencez à faire ces dollars,
C'est comme si les gens en Afrique ont la connexion Wi-Fi à nos dollars ici, hein, et des messages commencent à arriver Voilà, avec une précision assez intéressante. J'ai eu mon salaire hier et puis aujourd'hui, quelqu'un est malade là-bas ou quelqu'un va se marier. Et puis subitement toute la famille devient malade en série là. On aura l'occasion parce que notre objectif c'est de donner notre version, notre vécu, notre narratif. Tout à fait. Et on a une série qui sera focalisée sur comment gérer les relations avec nos familles restées en Afrique. Surtout sur le plan financier. On ne peut pas oublier d'où on vient. Tout à fait. Mais de la même manière, on a le défi de s'adapter dans un nouveau milieu, avec les réalités qui y vont. Et parfois, il y a beaucoup de conflits, de malentendus, de divisions. Et ce serait vraiment capital qu'eux, ils aient cette perception de ce que nous vivons. On aura certainement l'occasion d'en revenir. Alors, allons un peu sur votre éducation et votre carrière aux États-Unis. Quel est le parcours? Est-ce que vous êtes retourné à l'école? Certains viennent et disent on va retourner à l'école, d'autres pas. Est-ce que vous avez eu un parcours éducatif? Et quels étaient les challenges? Et comment avez-vous fait pour relever ces défis-là? Alors, oui, j'étais, je dirais, un peu comme dans l'obligation de retourner à l'école parce que je me disais qu'il y a beaucoup d'opportunités dans ce pays. Et pour bien saisir ces opportunités, selon moi, j'avais estimé important de retourner à l'école. Alors, bien que j'avais déjà obtenu mon premier master en Inde, ici, je me suis dit, écoutez, je dois retourner à l'école pour faire un deuxième master. Ainsi, donc, pendant que je travaillais dans un grand hôtel à Washington, D.C., pendant que je faisais ce boulot-là, qui était mon premier boulot, après un certain temps, j'avais pris un night shift, donc je commençais à travailler la nuit. Et cela me permettait donc d'avoir une partie de ma journée que j'utilisais notamment pour aller à l'école. Je m'étais inscrit à l'université d'Amérique, American University, où je fais la maîtrise en entrepreneuriat, social entrepreneurship, social enterprise. Et j'ai fait donc 2 ans là-bas. Ce n'était pas du tout facile. Je peux imaginer. Parce que déjà là, j'avais déjà ma petite famille, et je devais donc payer mes factures. Donc travailler à plein temps, mais en même temps étudier à plein temps. Vous voyez un peu? Donc on devait travailler la nuit, une partie de la journée vous devez aller à l'école, et puis vous devez vous reposer pour encore aller au boulot la nuit. C'était pas du tout facile, mais il fallait ces sacrifices-là pendant un certain temps pour pouvoir arriver là où nous sommes aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, vous avez votre investissement dans votre éducation à payer, n'est-ce pas? Exactement. Et comment s'est passée la transition entre la fin des études, l'obtention de votre diplôme et votre recrutement dans le marché du travail? Est-ce que vous avez fait face à des préjugés, des discriminations? Est-ce que votre premier salaire était à la mesure de toutes ces nuits blanches et ces sacrifices? Alors, je dirais que encore une fois, j'ai été béni quelque part parce que déjà quand j'allais à l'école, à un certain moment, après ma première année, pendant que je faisais la deuxième année, il fallait déjà trouver où je vais faire le stage. Et comme j'avais déjà de l'expérience dans la microfinance, et je voulais continuer à travailler dans ces domaines-là, j'avais donc identifié certaines organisations, certaines structures ici sur place qui étaient donc dans ces domaines-là. Et j'avais identifié une qui m'avait particulièrement intéressé, et j'avais approché cette structure-là, qui était intéressée par mon expérience dans la microfinance. Intéressant. Aussi parce que, en fait, je m'étais spécialisé dans la microfinance en Inde. Et ils ont beaucoup aimé cette expérience parce qu'à l'origine, écoutez, c'est les Asiatiques qui sont considérés comme les pères, si vous voulez, de la microfinance avec Mohamed Yunus. Et donc, cette expérience en Inde a pesé beaucoup et ils n'ont pas traîné à me prendre déjà pour le stage. Et après le stage, j'ai été retenu dans cette même organisation. Formidable. Et curieusement, jusqu'à aujourd'hui, je travaille toujours dans cette même organisation. Impressionnant. Et déjà, l'année prochaine, je vais célébrer 10 ans. Oh, donc, incroyable. Voilà. Donc, vous êtes arrivé en Amérique il y a 15 ans. Si on essaie de faire les mathématiques, là, à 15 ans, vous êtes retourné à l'école. Et puis, on peut dire que 5 ans après votre arrivée, vous avez commencé à expérimenter une certaine stabilité. Voilà, exactement. Et l'éducation a contribué à cette intégration, cette stabilité. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, mon rêve à moi,
je voulais toujours travailler dans le secteur financier. Oui. Ouais, surtout la Donc, ouais. vous vivez votre rêve américain en quelque sorte. Oui, en fait, C'est impressionnant. Ma carrière de- C'est-à-dire que vous rêviez travailler dans un domaine en Amérique, vous êtes arrivé en Amérique, Ouais. vous avez identifié les points de formation pour y arriver, Exact. et vous vous êtes lancé, vous avez payé le prix, les nuits blanches, le travail dur, Ouais, et vous y êtes 10 ans déjà. tout à fait. C'est cela. impressionnant. C'est pour encourager nos frères qui sont ici, Ouais. qui pourraient se demander si c'est possible. Ouais. Et aussi encourager ceux qui sont en train de venir, parce que beaucoup viendront, Ouais. que je pense qu'il s'agit d'identifier les bons points qui vous ont contribué à... Est-ce qu'il y a des systèmes qui vous ont aidé? Est-ce que vous avez un système de soutien ou des personnes ou des gens vers qui vous êtes allés qui ont contribué à faciliter cette ascension sociale aux États-Unis? Alors, très bien, je dirais oui. En fait, déjà, lorsque vous arrivez dans ce pays, il faut clarifier ses objectifs, savoir ce que vous cherchez. Oui, Et sur base de cela, identifier le milieu, identifier l'environnement dans lequel vous devez évoluer pour, n'est-ce pas, atteindre vos objectifs. effectivement. Parce que c'est très important l'environnement qui vous accueille dans ce pays. Il y a certains milieux où ce sont vraiment de mauvaises informations, des informations erronées qui circulent. Et lorsque vous tombez dans ces milieux-là et que vous n'arrivez pas à comprendre qu'écoutez, ce n'est pas ces milieux-là qui va vous aider à atteindre vos objectifs et le quitter le plus tôt possible, vous risquez de vous retrouver dans des conditions telles que vous faites le surplace. Vous n'évoluez pas. C'est-à-dire les environnements toxiques, quoi. Exactement. Et il y en a... Oui, on a toute une autre série sur comment surmonter les environnements toxiques dans les communautés subsahariennes aux États-Unis. C'est toute une série, en fait. Et je pense que les invités qui interviendront avec leurs exemples, qui parleront des erreurs qu'ils ont commises à cause de la toxicité des conseils et comment ils ont fait pour s'en sortir, pour ceux qui ont réussi à s'en sortir, parce que certains ne s'en sortent pas du tout. Voilà, tout à fait, exactement. Alors moi, j'étais déjà conscient de cela. Alors il y a des milieux que j'évitais carrément parce que je devais écouter là, that's not my place, that's not where I belong. Donc je n'appartiens pas à ces milieux-là. J'identifie les milieux où je trouve que, écoutez, là, ça va me permettre d'évoluer d'une certaine manière. Et aussi, je m'étais beaucoup attaché à l'Internet. Donc, je faisais beaucoup de recherches justement à l'Internet pour me former moi-même. Parce que, comme on l'a toujours dit, information is power. Donc, l'information, c'est un pouvoir. L'information est la puissance. Voilà, c'est vraiment, il faut s'arranger, faire un effort pour avoir la bonne information. Oui. Et voilà. Et l'Internet, c'est parmi les amis qui m'ont beaucoup aidé pour pouvoir avoir la bonne information et justement exploiter ces différentes informations que j'arrivais à obtenir ici et là pour justement arriver là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Oui. Alors, je peux donner un exemple quand je parle de l'information. L'importance de l'information. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je travaille dans les secteurs financiers et je ne peux pas vous dire le nombre de personnes que je rencontre. Et quand je leur pose l'action de savoir, c'est quoi ton credit score? Ils me disent, écoutez, je ne connais pas. Ça fait des années que je n'ai même pas vérifié. Alors je me dis que là, il y a un problème. Parce que lorsque vous êtes dans un pays comme les États-Unis, pratiquement tout dépend de notre credit score. Fondé sur le capitalisme. Exactement, fondé sur le capitalisme. Et la crédibilité. Vous pouvez décrocher de crédit des grosses sommes d'argent sans que vous ayez l'occasion, sans qu'on vous connaisse physiquement. Mais tout simplement votre profil, votre credit profile. Alors, donc votre credit profile, c'est quelque chose que vous devez garder à l'œil, que vous devez entretenir. Mais quand quelqu'un me dit, écoutez, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, je n'ai même pas vérifié mon truc, je me dis que, écoutez, alors tes objectifs, c'est quoi? Parce que, et c'est là que je dis, écoutez, il faut avoir la bonne formation et être dans un bon milieu, un milieu qui va vous permettre de savoir sur quoi vous devez vous concentrer. Parce que pour avoir un crédit, aujourd'hui, dans les contextes actuels, même quand vous voulez louer un appartement, on va vérifier votre crédit. Effectivement. Il y a certaines catégories d'emplois pour lesquelles vous appliquez où on va vérifier votre crédit. Acheter une maison, là on n'en parle même pas, c'est votre crédit. Acheter une voiture, c'est votre crédit. Donc pratiquement votre vie tourne tout autour de votre crédit. Alors c'est important de maintenir, d'entretenir votre crédit. Et je voudrais prendre juste une petite pause pour dire que John travaille comme responsable financier avec l'organisation Life Asset
avec pour mission, n'est-ce pas, d'aider les communautés africaines, caribéennes à connaître la prospérité financière avec des petits crédits. Et surtout, il y a la série d'éducation financière aussi que vous donnez, n'est-ce pas, pour aider les gens à comprendre toute la question au niveau des crédits scores et autres. Donc, vous aurez l'occasion, vous pouvez connecter John personnellement et lui poser des questions pour en savoir comment faire pour vous en sortir. Alors, comme ça, si, en tant que Congolais, comment est-ce que vous conciliez votre vie de Congolais en tant que résident aux États-Unis? Je suppose peut-être que vous êtes déjà citoyen américain. Comment arrivez-vous à concilier vos origines africaines et votre vie aux États-Unis? Et quels sont les challenges et les défis qui sont venus avec? Et comment vous avez fait pour les surmonter? Voilà, alors bien sûr, je suis congolais, je suis africain et j'ai ma culture à moi, j'ai mes croyances à moi. Et parfois arriver dans ce pays qui a aussi ses réalités, qui a aussi ses croyances. Et il y a certains défis en termes de s'adapter. Mais je crois que lorsqu'on a une base solide, sur le plan, je vais parler par exemple du plan spirituel. Oui. En tout cas, on sait se situer. Donc on développe cet esprit de discernement. Oui. De telle sorte que même quand on est dans un nouveau milieu, on sait ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Oui. Parce que tout est là. Dans ce pays, tout est là. Il y a l'extrême du bien et l'extrême du mal. Voilà. Et donc c'est à vous même d'avoir ce discernement. De choisir où vous allez. Voilà. Moi je connais mon côté. Ah oui, effectivement. Je sais les autres de l'autre côté, mais moi c'est pas mon coin. C'est pas mon milieu. Voilà, c'est un peu ça. Je vais vous donner un exemple. Quand je t'ai dit que mon premier boulot c'était dans un hôtel là, ici. Et à un moment donné, il y a eu il y a des mariages parce que c'est un hôtel, comment on appelle ça, 5 stars, 5 diamonds. Oui, 5 étoiles, 5 diamants, oui. Donc un hôtel vraiment de classe. Oui. Alors à un moment donné, je ne me rappelle plus l'année, il y avait un mariage là-bas de same-sex marriage. Oh oui. Ça m'a vraiment choqué. Oui, en tant qu'Africain. En tant qu'Africain, je dois, voir un mariage de deux hommes qui se marient officiellement. C'était un choc. C'était un choc. Mais bon, voilà, on est aux États-Unis, on parle de free country. Bon, voilà, ils ont leur liberté. La réalité. C'est la réalité, c'est leur choix. Mais ce n'est pas pour autant que, par exemple, je vais me laisser influencer par cette tendance. Bon, voilà, entre-temps, je développe aussi cette tolérance, parce que c'est quelque chose que nous avons appris, n'est-ce pas, dans ce pays et aussi chez nous. On dit, écoutez, nous ne sommes pas les mêmes, nous sommes différents les uns des autres, nous avons des croyances différentes, mais en même temps, il faut aussi tolérer les autres. Oui, voilà. Ok, ça c'est assez intéressant. Je me rappelle plusieurs fois, on m'a demandé si j'avais la nostalgie de la vie en Afrique, par rapport à la vie en Amérique, par rapport aux réalités qu'on rencontre. Et une des difficultés que nous rencontrons aussi souvent, basées sur ce qu'on écoute, c'est que quelqu'un a dit, mais les enfants sont toujours dans la maison, là, dans la maison. Comment nous, en tant qu'Africains, on est habitué à sortir, cogner chez le voisin, parler jusqu'à minuit, et puis on arrive dans un pays où c'est à peine si vous dites bonjour et quelqu'un vous regarde. Au début, on a un choc, on pense que c'est parce qu'il y a un problème avec cette personne. Pourtant, c'est juste l'environnement d'être concentré, d'avoir des objectifs et de créer le temps pour ce genre de socialisation. Vous ne pouvez juste pas cogner à la porte de quelqu'un n'importe quand, à 22h, et commencer à jouer au ludo jusqu'à 2h du matin. Alors que quelqu'un doit aller travailler, il doit payer les factures, là, les objectifs. C'est les chocs culturels que nous rencontrons ici. C'est parmi les chocs culturels que nous rencontrons ici et que nous devons gérer. Parce que parfois, ça nous dérange. On voulait avoir cette liberté de sortir et dire je veux aller voir telle personne, tel ami, sans nécessairement le prévenir. Mais ici, tu ne vas pas prévenir quelqu'un, écoutez, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que tu ne connais pas ce programme, peut-être qu'il ne sera même pas là. Effectivement. Donc il faut te rassurer que tu as rendez-vous avec quelqu'un avant d'aller le voir. Et pour cette question des enfants, et surtout avec Covid, ça fait que, bon, écoutez, beaucoup de temps à la maison et maintenant, c'est pas facile, mais la réalité, c'est que on s'arrange quand même pour trouver un temps où on peut amener les enfants
dans le, le playground, Oui. pour leur permettre aussi de jouer avec les autres enfants. Mhm. Mais bon, écoutez, c'est une réalité dans ce pays. Les gens, oui. les gens travaillent beaucoup et je crois que, bon, quand on parle de développement, il y a un prix à payer Il y a pour un ça. prix à payer, effectivement. Et voilà, donc on ne peut pas vouloir vivre les deux à la fois. Ah. Donc on ne peut pas vouloir vivre ces réalités africaines ici. Et en fait, c'est vraiment difficile. Et refuser de s'adapter au contexte. Voilà, exactement. Alors, pour terminer, imaginez que vous avez un jeune Africain qui vous annonce qu'il vient aux États-Unis dans les 2 prochains mois. Quelle définition du succès lui donneriez-vous pour le préparer à sa vie en Amérique? Si vous deviez le dire en 1 minute, qu'est-ce que vous le donnerez comme définition du succès? Parce que, toujours en parlant de définition du succès, on a eu cette blague entre nous, Africains, beaucoup. Certains qui ont pensé que lorsqu'ils descendraient de l'avion, ils verraient des dollars versés en route, quoi. Parce que c'est ce qu'ils ont vu dans les films de Hollywood. Voilà. C'est ce qu'ils ont vu dans les chansons des stars américaines, de l'argent qu'on balance un peu partout. Ouais. Quelle définition du succès lui donnerez-vous à ce jeune ou à cette jeune africaine qui arrivera dans 2 mois? Qu'est-ce que vous lui direz pour la préparer ou pour le préparer? Pour terminer. Alors, je dirais tout simplement que définissez vos objectifs Oui, et concentrez-vous à atteindre ces objectifs. oui, Comme on venait de le dire, il y a tous les extrêmes dans ce pays, dans les bons comme dans les mauvais sens. Mais quand vous avez des objectifs clairs, définissez aussi les actions pratiques que vous devez faire pour atteindre ces objectifs. oui, Mais en fait, ces pays offrent justement un environnement qui vous permet de réussir, qui vous permet de réaliser vos rêves. effectivement. Nous avons des cas de réussite où vraiment des gens qui ont immigré pour les États-Unis et ils sont devenus des stars à Hollywood, Oui. dans le monde de la Ah, technologie. j'en connais. Donc, vraiment, tous les horizons sont ouverts. Oui, Quel que soit le domaine dans lequel vous voulez évoluer, je pense que aussi aux États-Unis, vous pouvez toujours réussir. Question de vous concentrer, question de vous fixer des objectifs Oui. précis et vous concentrer pour, n'est-ce pas, atteindre ces objectifs. Oui. Mettre à côté toute sorte de distraction. Oui, oui, oui. Parce que, Et on va dire ouais. qu'avec votre cas, ça vous a pris environ 5 ans pour entrer dans l'industrie de Dans votre l'industrie, rêve. exactement. Et ça fait 15 ans que vous êtes là, mais vous Voilà. êtes toujours en train de travailler vers un Voilà. idéal, vers un Exactement. objectif. Une Exactement. question de dire, ce n'est pas aujourd'hui que ça se termine. Donc, merci beaucoup, Monsieur John. Merci d'avoir partagé votre histoire. C'est très riche en conseils, en idées. Et justement, si vous qui nous écoutez, vous aimeriez partager votre histoire de votre succès aux États-Unis, ou alors des défis que vous rencontrez et de comment vous travaillez pour les surmonter, ou alors vous voulez montrer comment vous avez fait, vous voulez partager comment vous êtes sorti de certaines erreurs et vous voulez éduquer et informer la communauté subsaharienne francophone. Nous sommes d'abord en train de vouloir parler à la communauté francophone. N'hésitez pas à nous contacter avec les numéros et les liens qui sont rattachés à ce podcast. Nous serions heureux de vous avoir, d'écouter votre témoignage comme celui de John. Donc, merci encore, John, et j'espère qu'on se reverra encore et après pour les suites des thèmes sur l'éducation financière, comment bâtir son crédit score, comment bâtir sa crédibilité dans un système capitaliste comme celui-ci. Tout à fait, ça sera un grand plaisir de venir encore une fois. Ok, merci beaucoup et très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Ok, bye bye. Bonne journée à vous aussi.